Donc voilà, après les études sur la constitution de l'atome, des mesures de plus en plus sophistiquées qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, en particulier, je vous dis, grâce à un appareil qu'on appelle le spectromètre de masse, on a réussi à avoir des valeurs très précises de la masse d'un électron, d'un proton et d'un neutron. Ils sont rappelés ici. Le proton et le neutron ont pratiquement la même masse, à peu près 1,67 10,27 kg. L'électron, comme je le disais tout à l'heure, c'est une particule beaucoup plus légère. Vous voyez, à peu près 9 10,31 kg. Donc si vous regardez la masse d'un atome, vous voyez bien que la masse, à 99,99%, elle est dans le noyau. Okay, les électrons, ils n'ont pas une masse nulle, mais leur masse est négligeable en comparaison de la masse du noyau. La charge, maintenant, on a pu la mesurer en coulomb, qui est l'unité de charge en électricité. C'est bien sûr une charge très petite, c'est 1,6 10-19 coulombs pour la charge négative de l'électron et plus 1,6 10-19 coulombs pour la charge du proton. L'autre ordre de grandeur qu'il est important d'avoir quand on commence ces études, et c'est juste un truc qu'il faut apprendre, puisque vous ne pouvez pas vous le vérifier directement, c'est que les atomes, en termes de taille, si on considère que c'est le cortège électronique globalement qui va définir la taille de l'atome, ils ont tous une taille comparable. Et c'est compris typiquement entre 0,85, 0,9 angstrom pour l'hydrogène, jusqu'à 3 ou 3,5 angstrom pour les atomes les plus gros. Donc c'est important aussi de connaître l'ordre de grandeur de la dimension des atomes. En rayons, c'est à peu près entre 1 et 3 angstroms. Ok? Angstrom étant 10-10 mètres. Alors, je fais une petite parenthèse. L'angstrom, pourtant beaucoup utilisé en physique et en chimie, n'est pas une unité officielle, enfin du système international. Elle est officielle, mais pas du système international, pardon. Donc normalement, il faudrait utiliser du nanomètre, vous voyez, ou du picomètre, 10-9 nanomètres, ou 10-12, vous voyez. 10-10 étant une unité entre les deux. Mais parce que les rayons et les distances donc, entre les atomes vont être compris typiquement entre 1 et 10, on utilise l'angstrom par commodité d'écriture des rayons et des distances entre les atomes. Donc en chimie, la plupart des articles scientifiques, même dans des revues très prestigieuses, vous verrez des distances dans cette unité. C'est un A avec un petit rond sur la tête. On appelle ça l'angstrom. Ça vaut 10-10 mètres. Le noyau constitué donc de protons et de neutrons, je répète pour que ça rentre, ça vous avez moins révisé chez vous. Ces protons et neutrons ne sont pas des particules fondamentales de la physique actuelle. Ils sont eux-mêmes constitués de particules plus petites qu'on appelle des quarks. 10 puissance 23. Donc c'est une quantité faramineuse, on est d'accord, de molécules d'eau. Donc dans ta petite bouteille, tu as plusieurs moles d'eau. Okay, donc typiquement, allez, 10 puissance 24 molécules d'eau dans ta petite bouteille. Oui. 10 puissance 24, c'est un chiffre qu'on ne peut pas nous se représenter. C'est énorme. Regardez, 1, ça va. 10, ça va encore parce qu'on peut les compter sur les mains. 100, ça va? 1000, 10 000, 100 000. Après, qu'est-ce qu'il y a? On ne dit pas 1000, on dit quoi? 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard. 1 milliard, c'est 10 puissance combien? 10 puissance 9. 1 milliard, c'est déjà beaucoup. Vous imaginez 1 milliard d'euros sur votre compte en banque? C'est déjà beaucoup. Et on est à 10 puissance 9. Donc il y a la quantité d'eau diminue dans sa bouteille. Elle vient de boire 2 moles d'eau. Donc 10 puissance 24 molécules sont rentrées en toi. C'est incroyable,
C'est faramineux. 10 puissance 24, tu vois, c'est milliard fois milliard. Alors, 9, 18, combien on est après? 27, on est presque à milliard fois milliard fois milliard. Tu es d'accord? 10 puissance 24. Donc, juste pour vous rendre compte que cette dimension des atomes et des molécules, c'est extrêmement petit. Hein. OK? Donc, quand on dit un atome, c'est 1 angstrom ou 2 angstrom, ce sont des entités qui sont extrêmement petites par rapport à notre perception du monde. Et maintenant, pour votre culture générale, et je l'explique aussi dans cette vidéo que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, on sait que si vous regardez vers l'infiniment grand, le nombre d'étoiles, donc comparable au Soleil, qui est dans l'univers, qui sont dans l'univers, pardon, c'est aussi à peu près 10 puissance 24 Soleil. Donc vous voyez, ça fait tourner la tête. Hein. Donc nous, on est très grand par rapport à l'infiniment petit, et on est très petit par rapport à l'infiniment grand. Et vous voyez, les ordres de grandeur sont pratiquement les mêmes. On connaît ça grâce à des mesures, et des photos hein, prises par des télescopes type Hubble. On sait aujourd'hui que, par exemple, dans notre galaxie, vous savez qu'on habite dans une galaxie. Bon, on est dans un système solaire, puis une galaxie. Notre galaxie contient entre 300 et 400 milliards d'étoiles comparables au Soleil. Ça fait déjà beaucoup, hein, parce que le Soleil, c'est déjà grand pour nous. Et des galaxies comme la nôtre, on l'appelle la Voie lactée, il y en a entre 200 et 400 milliards dans l'univers connu et visible. Donc, si vous faites le calcul, vous verrez, vous arrivez à des proportions de l'ordre de 10 puissance 24. Comment, maintenant, on représente les atomes? Donc, vous avez une vision claire de l'atome. Il y a des électrons qui gravitent, qui définissent plus ou moins le rayon de cet atome. Et il y a la masse qui est rassemblée à son centre, à peu près, avec des protons et des neutrons. Eh bien, les chimistes et les physiciens ont décidé de décrire les atomes d'une certaine manière. Donc, et ça, il faut le savoir, hein, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on écrit un atome? Eh bien, un atome, d'abord, c'est caractérisé, en fait, par son nombre de protons qui est dans le noyau. C'est ça qui fait un type d'atome. Exemple, l'hydrogène, H, c'est un proton, et quand il y a un proton dans un noyau, ben, on appelle cet élément l'hydrogène, et on écrit grand H. Quand il y a 26 protons dans un noyau, c'est quel élément? Ah, vous n'avez pas encore appris votre classification périodique par cœur. Ça va venir. C'est le fer. Donc, un noyau qui contient 26 protons, c'est ce qu'on appelle l'atome de fer. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des protons hein, dans son noyau. Il y a une trentaine, voire un peu plus de neutrons qui accompagnent ces 26 protons. Mais ce qui fait que c'est un noyau, un atome de fer, c'est ces 26 protons qui sont dans le noyau. Donc, un élément, un atome donné, on l'identifie dans un premier temps un élément chimique, et donc ça s'écrit avec un symbole. Pour l'hydrogène, c'est H, pour l'hélium, c'est He, pour le lithium, c'est L, grand L, petit i, pour le beryllium, c'est grand B, petit e, pour le bore, c'est juste un B, pour le carbone, c'est juste un grand C, pour l'oxygène, c'est un grand O, etc., etc. Alors les premiers, vous les connaissez. Mais par exemple, si je vous demande, est-ce que vous connaissez un élément dont le symbole s'écrit grand P, comme papa, et petit r, comme Richard, c'est mon prénom. C'est quoi comme élément? Grand P, petit r. Exactly. C'est juste, c'est le praséodyme en français. Okay? Donc voilà, il y en a qui connaissent leur tableau périodique. Mais peu importe. Donc chaque élément a un symbole chimique, on l'appelle comme ça. Et donc maintenant, l'écriture dans le tableau périodique est la suivante. Vous avez le symbole, et ce symbole est associé à ce que vous allez écrire en bas à gauche, c'est le nombre de protons
dans le noyau, on appelle ça le numéro atomique. Et je vous rappelle, j'insiste là-dessus, c'est ça qui caractérise l'élément chimique. C'est ce Z. Donc c'est le nombre de protons. Pourquoi ce n'est pas le nombre d'électrons? Alors bien sûr, quand l'atome est neutre électriquement, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Mais il se trouve que les atomes, vous pouvez leur rajouter éventuellement des électrons. On verra quelles sont les conditions. Et on peut, dans certains cas, enlever des électrons. Mais ça reste toujours le même élément. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir un atome en fonction de son nombre d'électrons, mais il faut le définir en fonction de quelque chose qui ne va pas changer dans une réaction chimique. C'est en l'occurrence le nombre de protons dans le noyau. C'est clair? Ensuite, eh bien, on va indiquer sur cette écriture, en haut maintenant, à gauche, le nombre de masses. C'est quoi ce nombre de masses? Ben, c'est simplement le nombre de protons plus le nombre de neutrons. OK? Puisque toute la masse, pratiquement, de l'atome est contenue dans la somme de ces deux particules qui forment le noyau de l'atome. Et enfin, si en haut à droite vous ne mettez rien, ça veut dire que vous venez d'écrire un atome neutre. Et si vous écrivez plus 2, ben ça veut dire que le nombre d'électrons de l'entité que vous venez d'écrire, vous le connaissez. C'est Z moins 2 électrons. D'accord? Puisque du coup, si vous enlevez 2 électrons par rapport à Z, la charge du noyau, bien du coup l'atome portera une charge 2 fois positive, plus 2. Et si vous rajoutez 2 électrons, ben vous pouvez avoir des charges moins 2, par exemple. Et maintenant, il y a quelque chose qui se rajoute à cette première description et qui donc complexifie la description de la matière. C'est que pour pratiquement tous les noyaux, eh bien, il y a ce qu'on appelle plusieurs nucléides possibles. Et d'un point de vue de l'élément chimique, on dira qu'il existe des isotopes différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque ces atomes ont été formés, et peut-être vous savez, tous les atomes, même ceux qui nous constituent, ont été un jour formés dans des étoiles. C'est la raison pour laquelle certains ont dit un jour que nous sommes constitués de poussière d'étoiles, ce qui est bien sûr tout à fait exact. Tous les atomes qui nous constituent, d'accord, ils sont nés un jour dans les étoiles. Il se trouve que lorsque ces éléments ont été synthétisés dans les étoiles, c'est de la synthèse nucléaire, à ce moment-là, ce n'est pas de la chimie, eh bien, certains noyaux, comme le fer par exemple, on va prendre cet exemple, avec ses 26 protons, mais il y a eu des noyaux avec 26 protons et 31 neutrons, et puis, en même temps, ou dans d'autres conditions un peu différentes, moi je ne sais pas, eh bien, il y a eu un atome de fer, des noyaux de fer avec 26 protons et avec, par exemple, 33 neutrons. Donc il existe un fer qu'on appelle 55, il existe un fer 57, et peut-être quelques autres, je ne connais pas les isotopes par cœur. Le carbone, autre exemple, là c'est peut-être plus courant pour vous. Vous savez peut-être que le carbone qui nous constitue est essentiellement un carbone qu'on appelle carbone 12. Alors attention, après les étudiants ils disent que le numéro atomique du carbone c'est 12. Non, non, quand on parle de carbone 12, on parle bien de la masse du carbone. Et donc le 12, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons du carbone. L'élément, le numéro atomique du carbone, c'est combien, mademoiselle? 6. D'accord? C'est le 6e élément. Alors avant de finir, parce qu'il nous reste 5 minutes, on va faire une révision des éléments chimiques jusqu'à l'argon, ensemble. Après, on le chantera la fois prochaine. Donc c'est ce qu'on appelle des isotopes, et pratiquement tous les éléments de la classification périodique possèdent de nombreux isotopes. Ça veut dire que le nombre de noyaux qui maintenant est connu sur Terre et un peu au-delà, vous voyez, c'est
300 nucléides naturels, alors qu'il y a une centaine d'éléments. Et on est capable, dans les accélérateurs de particules, on est capable aujourd'hui encore, de faire de nombreux autres nucléides. Certains sont stables dans le temps, d'autres existent seulement une seconde ou une fraction de seconde, mais on est capable de les identifier même si leur temps de vie est extrêmement court.